Ok, Orlan, tu m'entends? Je vais te demander de respirer et tu vas m'écouter attentivement. Ok, ça marche? On va faire un massage cardiaque. Tu vas être mes mains et mes yeux. Ok, alors c'est parti, on va compter jusqu'à 36. 1, 2, Il respire pas là, il est tout violet. c'est pas grave, on continue Orlan. 4, 5, 6, Non mais il respire pas là, putain, il va mourir. 11, 12, 13, 14. La personne qui reçoit ce massage cardiaque, c'est Thomas Perrotto. Il vient de prendre un coup de couteau en plein cœur lors du bal de son village, à Crépol, dans la Drôme. Il souffre d'une plaie d'1,8 cm qui a touché le ventricule droit, le sang gicle par petits jets au rythme des battements de son cœur, il perd peu à peu connaissance. Au-dessus de lui, Orlan, qui est étudiante infirmière, fait tout pour le maintenir en vie avant l'arrivée des pompiers. Thomas s'accroche mais sa blessure est trop grave. Il s'éteint dans l'hélicoptère qui devait le mener à l'hôpital de Lyon. Mais comment un bal d'adolescent a-t-il pu à ce point déraper ? Qui a bien pu planter un couteau dans le cœur de ce jeune homme sans histoire, capitaine de l'équipe de rugby locale et aimé de tous? On a reçu l'un des journalistes qui a enquêté dessus et vous allez voir que sa vérité est très différente de ce qu'on a pu entendre dans certains grands médias. Retour sur l'affaire Crépol qui a fracturé l'opinion française. Crépol, c'est un village d'environ 500 habitants dans la Drôme à 1h30 en dessous de Lyon. Là-bas, on aime le rugby, les parties de chasse, mais si on veut faire la fête, il vaut mieux aller à Romans-sur-Isère, la grande ville la plus proche. Enfin, c'est ce qui se passe habituellement, mais cette fois-ci, les jeunes du village ont décidé d'organiser un grand bal chez eux, dans la salle polyvalente de Crépol. Au menu, vin, bière et DJ set jusqu'à 2h du matin. L'entrée coûte 4 € et la mairie est d'accord, il faut bien laisser les jeunes s'amuser un peu. Le jour de la fête est fixé au 18 novembre 2023. La salle commence à se remplir sous les yeux des 4 videurs engagés pour l'occasion, de quoi rassurer les parents, d'autant que certains des jeunes sont mineurs. Et parmi ces jeunes, il y a Thomas Perrotto, 16 ans. C'est un sportif, il fait beaucoup de VTT, il fait du ski, mais surtout du rugby. Il est capitaine de l'équipe de rugby de U18 à Romans. C'est un garçon qui est très apprécié. Le matin du drame, Thomas, il a joué au rugby et il y a eu un drame. Il y a une mère d'un des joueurs qui est sur le bord du terrain et a une crise cardiaque et est décédé. Et ça a beaucoup choqué Thomas et toute l'équipe. Il n'avait pas très envie de venir s'amuser, danser le soir au bal de Crépol. Et puis finalement, en discutant avec des amis, etc., ils ont décidé de se rendre au bal. Il est minuit, la fête se déroule bien, pas de débordement pour le moment. Seuls 2 couteaux ont été confisqués à l'entrée par les videurs sur 450 personnes. C'est à ce moment qu'arrive un petit groupe d'une dizaine de jeunes, un peu différents du reste des participants. Le code vestimentaire est loin des polos et des doudounes sans manches, on est plutôt sur un style survêt Lacoste et TN aux pieds. Il s'agit d'adolescents qui viennent de la grande ville dont je vous ai parlé tout à l'heure, Romans-sur-Isère, et plus particulièrement de la cité de la Monnaie, un quartier extrêmement précaire. Si certains des jeunes de Crépol et des villages voisins voient leur venue d'un mauvais œil, leur arrivée ne semble pas pour autant perturber la bonne ambiance de la soirée. On danse en bande organisée et tout le monde commence à voir un peu trouble. Certains vont s'amuser, vont danser, certains vont même discuter avec les gens. C'est vrai qu'ils ne sont pas les bienvenus, parce que quand ils arrivent, certains vont regarder un peu de travers, même ils vont être filmés. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de monde dans cette salle. C'est vrai qu'ils sont remarqués de quelques-uns, mais pas de tout le monde. C'est sur la dernière chanson de la soirée que tout va basculer. À la fin de la soirée, sur un morceau de Jul, il y a un ancien rugbyman qui va tirer les cheveux à un jeune du quartier de la Monnaie, lui répétant « Tu as les cheveux longs comme Nikita ». Celui qui fait cette mauvaise blague s'appelle aussi Thomas, mais celui-là a 23 ans, et selon l'enquête de Jean-Michel Descugis, il aurait répété à plusieurs reprises pendant la soirée qu'il avait envie de, je cite, taper du bougnoul. Très vite, Thomas et Ilyes commencent à se pousser et 2 petits groupes se font bientôt face sur la piste de danse. Ils se provoquent et s'invitent à sortir pour régler ça devant la salle polyvalente. Sauf que devant la salle, d'autres jeunes de la cité de la Monnaie viennent d'arriver. Ils sont plus âgés, tous la vingtaine, mais ils n'ont pas l'intention de rentrer puisque la soirée est bientôt terminée. Donc ils se contentent de rester sur le parking pour fumer du cannabis et pourquoi pas en vendre un peu. À l'intérieur, les 2 petits groupes décident donc de sortir pour en découdre et à peine ont-ils passé le petit sas de l'entrée que Thomas envoie 2 puissants coups de poing au visage d'Ilyes qui est propulsé à l'extérieur. Commence alors une bagarre d'une violence inouïe à laquelle vont se mêler les grands du quartier qui, eux, n'ont pas été fouillés à l'entrée. C'est un chaos indéfinissable parce que il est plus de minuit, l'éclairage public s'est arrêté, on n'y voit rien, on voit des coups de pied donnés, des pierres jetées, des barrières qui sont jetées aussi. Selon le livre Une nuit en France, pendant qu'Ilyes est roué de coups, un autre jeune homme, Rémi, sent comme une piqûre de frelon au niveau de ses reins. Il rentre dans la salle et se dirige vers les toilettes pour comprendre à la lumière ce qui s'est passé, et c'est là qu'il découvre sa chemise imbibée de sang. Il vient de recevoir un sévère coup de couteau. Plusieurs de ses amis viennent l'aider et dans la salle, la panique monte.
Certains jeunes croient même en voyant les blessés affluer qu'il s'agit d'un attentat terroriste. C'est à ce moment que réapparaît Thomas Perotto, le rugbyman de 16 ans dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Il est blême, ses jambes tremblent. Alors qu'il est sorti pour prêter main forte à ses amis dans la bagarre, il a reçu 2 coups de couteau, un dans le cou et l'autre en plein cœur. Thomas, à 2h01 du matin, il va recevoir un SMS d'un copain qui lui demande où il est. Et il va répondre qu'il est dehors et que bientôt ça va partir en couille. À 2h06 et 25 secondes, il y a le premier appel aux pompiers. Oui, allô, on est à la salle de fête de Crépol, là. Il y a quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau dans le cœur, il faut venir très très vite, là. Il a vomi, il faut venir. On va le mettre en position latérale de sécurité. Son état va se dégrader très vite, il va devenir très pâle, il va vomir. Et quand les pompiers vont arriver, son état est vraiment très très critique. Il va être transporté dans une ambulance de pompiers, puis amené atteint l'Ermitage, puis va prendre l'hélicoptère pour aller à l'hôpital à Lyon. Et c'est là, dans l'hélicoptère, qu'il va mourir. Après l'affrontement, les jeunes de la Monnaie s'entassent dans des voitures et prennent la fuite. C'est la stupeur. Jamais ce village n'avait connu un tel déferlement de haine. Un jeune homme est mort, 3 autres sont grièvement blessés. Mais pourquoi ? Qui a pu faire ça? C'est la question qui va bientôt faire la une de tous les journaux télévisés. Cette fête de village qui s'est très mal terminée dans la Drôme ce week-end, puisqu'un gamin de 16 ans, Thomas, a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol, non loin de Valence. Thomas, 16 ans, que vous voyez derrière moi, qui a été tué. Thomas a mortellement été poignardé à la suite d'une expédition punitive. Très vite, les chaînes d'information en continu et les radios passent en édition spéciale et parlent en boucle de l'affaire Crépol. L'enquête vient à peine de commencer, mais déjà, la désinformation n'attend pas. C'était un soir de bal et de fête et il semble, alors évidemment, ce sont encore des hypothèses, il semble que des petits barbares armés de couteaux n'aient pas supporté qu'on leur refuse l'entrée précisément à cause de ces couteaux, qu'ils soient revenus en nombre et ils ont alors semé la mort et la désolation. Le sang de Thomas est encore frais lorsque les débats se lancent pour déterminer si oui ou non la France est devenue plus ou moins dangereuse, si oui ou non les agresseurs sont d'origine étrangère, ou si oui ou non ils sont venus à la soirée pour tuer des blancs, ou comme le dit Éric Zemmour, commettre un francocide. On est véritablement face à la manifestation du racisme anti-blanc décomplexé dans notre pays. Je vous prends le pari, mais peut-être que je me trompe, que les suspects, en l'occurrence, auront des noms à connotation maghrébine, auront des noms à connotation africaine, issus d'immigration. Je pense que la gravité de la situation nous oblige quand même à faire un constat réel. Oui, c'est vrai, il y a un ensauvagement de la société. Oui, du côté de l'enquête, la police se lance à la recherche des coupables, et tous les regards se tournent évidemment vers la cité de la Monnaie. Plusieurs jeunes ont été reconnus par les fêtards, certains sont dans les mêmes établissements scolaires, se connaissent de vue et prennent parfois le même bus. Au quartier de la Monnaie, la panique monte alors que l'étau se resserre. Lundi soir à 21h, soit 48 heures après les faits, 7 d'entre eux prennent une décision, fuir immédiatement. C'est le début de la cavale. Ils empruntent le SUV de la mère de l'un d'entre eux et prennent la route en direction du sud-est. Dans la voiture, certains boivent de l'alcool, envoient des vidéos sur Snapchat ou inhalent des bouffées de protoxyde d'azote sous forme de ballon. Selon l'enquête, aucun d'eux ne connaît vraiment la destination, mais ils roulent pour s'éloigner des enquêteurs. Enfin, c'est ce qu'ils pensent parce qu'en réalité, ils sont surveillés de très près depuis leur départ de Romans-sur-Isère. La police les suit et attend la moindre opportunité pour mettre fin à cette tentative de disparition. Et l'occasion va se présenter aux abords de Toulouse. Ils vont finir par arriver à l'hôtel à Toulouse, dans un hôtel qui s'appelle, le mot ne s'invente pas, Zénitude. Et là, le lendemain matin, ils vont se lever en début d'après-midi. Ils vont vouloir aller acheter du cannabis dans une cité et le GIGN va les arrêter alors qu'ils sont en train d'acheter du cannabis dans la cité. Devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce fièrement que 7 suspects ont été arrêtés, dont le principal suspect du meurtre de Thomas Perotto. En France, le climat reste tendu car l'affaire traite d'une thématique éminemment sensible, le prétendu racisme anti-blanc. Selon l'un des procès-verbaux réalisés pendant l'enquête, plusieurs jeunes villageois présents lors de l'affrontement disent avoir entendu des propos anti-blancs ou anti-français, tels que « on est venu tuer du blanc ». Mais si ces insultes ont probablement eu lieu, de même que des insultes anti-arabes ont sans doute été prononcées, la question est de savoir si les agresseurs avaient prémédité leurs gestes en raison de la race des victimes. C'est à cette question que tente de répondre le procureur, et peu d'éléments le laissent penser, surtout lorsque l'on connaît aujourd'hui le véritable déroulé de la bagarre. Mais à l'époque, une semaine après le drame, l'extrême droite française est persuadée qu'il s'agit d'une attaque raciste, et elle va tenter de se venger. Le 25 novembre, un groupuscule fasciste d'environ 80 membres s'engage dans la rue principale menant à la cité de la Monnaie. Armés de poings américains, de barres de fer, de cagoules sur la tête, ils scandent des slogans racistes et cherchent à tabasser le premier étranger qui passe.
Il s'agit cette fois d'une ratonnade, en règle, mais heureusement la police a anticipé ce genre de débordement. Des CRS leur barrent la route, des affrontements éclatent. 2 policiers sont blessés, mais ils parviennent à contenir les militants qui pour la plupart s'enfuient en courant dans le quartier de peur d'être arrêtés. L'un d'eux, Samy, rejoint sa voiture à proximité de la cité et s'installe à l'intérieur en attendant le retour de ses compagnons. En fait, son frère est CRS. Et lui, il est venu pour faire une ratonnade, il n'est pas venu pour affronter les CRS, dont fait partie son frère. Donc il va vouloir regagner son van et quelqu'un va frapper à sa vitre. Samy va ouvrir la porte et là, Samy va être sorti du van, déshabillé, arrosé d'essence. On va lui donner un coup de couteau dans la main, on va lui arracher les tendons des mains. C'est finalement un père de famille du quartier qui va mettre un terme à cette séance de torture. Il ordonne aux jeunes de le lâcher et de le rhabiller avant de le faire monter chez lui et d'appeler les secours. Avant de le laisser partir à bord de l'ambulance, le père glissera à Samy « Souviens-toi que c'est un arabe qui t'a sauvé la vie ». Aujourd'hui, cela fait près d'1 an et demi que l'enquête suit son cours. Actuellement, 14 personnes sont poursuivies dans le cadre de l'affaire du meurtre de Thomas Perotto. Parmi elles, 5 ont été mises en examen pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Mais l'auteur du coup fatal, lui, n'est pas encore connu. Et selon les enquêteurs, il sera très difficile de le déterminer formellement, car parmi les accusés, personne ne parle. Ce que l'on sait, c'est que cette soirée, qui devait être un moment de joie et de partage, s'est transformée en véritable cauchemar pour le village de 500 habitants qui peine encore aujourd'hui à se remettre du traumatisme. Ce que l'on sait aussi, c'est que la mort du jeune Thomas a déchaîné les passions dans la sphère politico-médiatique, n'hésitant pas à redoubler de malhonnêteté et de raccourcis pour dresser 2 communautés l'une face à l'autre. En fait, le drame de Crépol, c'est un fait divers qui est devenu un fait de société parce qu'il révèle une fracture dans notre pays, une fracture sociale, économique, raciale, culturelle. C'est quand même un gamin de 16 ans qui était venu s'amuser et danser et qui se retrouve à mourir dans les bras de ses amis. Donc c'est atroce et c'est impardonnable. Mais encore une fois, et ça devient systématique, une certaine classe politique d'extrême droite, les médias d'extrême droite, eh bien, veulent systématiquement faire des drames quand elles touchent des Français de souche, on va dire, des francocides, des actes racistes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que Real Media sort une vidéo de ce format tous les vendredis, alors abonnez-vous pour voir les prochaines et à bientôt.